L'organisation de l'École des Beaux-Arts était assez curieuse parce que non seulement il y avait des ateliers à l'école même, c'est-à-dire à Paris, au quai Malaquais, à la rue Bonaparte, mais il y avait aussi de très nombreux ateliers extérieurs dont la dépendance était toute particulière, et en plus des ateliers qui étaient dans les écoles des Beaux-Arts régionales, qui fait que, je ne sais pas, il y avait peut-être une trentaine ou une quarantaine d'ateliers. Il y en avait peut-être une dizaine qui étaient intérieurs à l'École des Beaux-Arts, une vingtaine extérieures, et puis un certain nombre dans des écoles régionales, qui sont après, bien sûr, devenues les écoles d'architecture que l'on connaît aujourd'hui. Les étudiants n'étaient pas là tout le temps. Les étudiants à notre époque faisaient la place, c'est-à-dire travaillaient dans des agences, gagnaient leur vie, et c'est pour ça que les études étaient assez longues, parce que la formation se passait d'une part à l'École des Beaux-Arts dans les ateliers, et d'autre part dans les agences des patrons ou d'autres architectes chez qui on pouvait travailler. La demande était forte dans les années 60, on n'avait pas de mal à trouver du travail, on était bien rémunéré, et donc on ne venait à l'école quand on avait passé le concours d'admission que pour le temps du rendu des projets. L'enseignement du patron se résume beaucoup aux corrections, puisqu'il vient au moment des projets examiner le soir le travail que les gens ont pu fournir. Il passe suivant les classes une ou deux fois par semaine. On faisait des projets que l'on rendait à l'administration et qui organisait les jugements, qui étaient des jugements nationaux, où tous les projets des étudiants qui étaient dans les ateliers extérieurs à Paris ou régionaux étaient regroupés et jugés par un seul et même jury national. Ça s'appelait le concours d'émulation. Et quand on avait, entre guillemets, un bon patron, c'est un patron qui était au jury et qui était invité. Alors les patrons intérieurs étaient au jury en permanence, et les autres devaient y être de façon plus aléatoire, voire pas du tout. Ce qui évidemment a fait que le système a été très vite critiqué par les gens de province qui recevaient un résultat sans savoir pourquoi. On rendait toujours sur des feuilles blanches des programmes très théoriques, sans site, sans analyse du tout de programme, puisque le principe était de la montée en loge, où on découvrait le programme et dans la journée, on devait faire une esquisse qui était le parti qu'on choisissait et qui devait ensuite guider le projet, au risque, à la fin, d'être hors concours si on s'était trop éloigné de l'idée initiale. Donc il y avait ce mythe de l'idée géniale que l'architecte doit avoir avant de commencer à travailler, puisqu'on vous la demande le premier jour où vous découvrez le programme. Donc aucune réalité concrète sur la société, sur le contexte, sur la géographie, sur le climat. Donc c'était un enseignement très abstrait. Alors on n'était pas les premiers à le dire, hein, ça se disait déjà depuis des décennies. Périodiquement, il y avait quelques commissions qui étaient mises sur pied. Il y avait effectivement des propositions, soit du ministère de la Culture, soit des étudiants, soit de la profession. Donc il y avait déjà un ferment de volonté de faire évoluer l'enseignement qui était fort présent. Compte tenu du contexte des années 60, du grand nombre d'étudiants qui sont arrivés à l'école à ce moment-là, il est clair que ça a donné un élan considérable à tous ces mouvements.